Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je voulais faire absolument et qui me tentait vraiment énormément. C'est le challenge 24 heures de lecture, mais alors il y a beaucoup de personnes qui ont fait comme ça, donc je dis pas du tout que c'est que moi qui l'ai fait, mais je voulais pas faire un challenge 24 heures de lecture en disant je commence à 19 heures aujourd'hui, je termine à 19 heures demain. Non, je voulais vraiment faire le challenge lecture 24 heures de lecture chrono. Donc en gros, à chaque fois que je fais autre chose que lire, comme par exemple là maintenant tout de suite, le chrono n'est pas commencé parce que je vous parle, donc je lance pas le chrono. Dès que je lève les yeux du livre pour par exemple être sur mon téléphone ou autre, je retire des minutes. C'est uniquement les minutes, le temps, les heures où je lis uniquement. Donc cette vidéo se passe sur plusieurs jours parce que donc en faisant cette vidéo là, j'ai réalisé que 24 heures de lecture dans ma vie, j'avais pas vraiment le temps de trouver autant de temps de lecture par jour avec l'université, le travail et tout ça. Donc, pour vous donner une petite info, je l'ai tourné en 5 jours et donc vous allez voir pendant le montage, vous verrez les jours qui changent et tout ça. Vous verrez à peu près le nombre d'heures que j'ai pu lire dans une journée. Alors, la première journée, j'ai lu énormément, j'étais déter, la deuxième aussi. Je vais pas vous spoiler la vidéo, mais vous allez voir au fur et à mesure, vous allez comprendre un peu. Donc, vraiment, c'est une vidéo que je vous conseille de. Enfin, c'est un challenge que je vous conseille de faire parce que ça montre à quel point on se croit peut-être lent quand on lit, alors que on lit très très vite lorsqu'on est absorbé par un roman. Mais même, c'est pas une course de lire, mais vraiment, je pensais lire très très lentement et en fait, bah, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, ça fait que quelques heures que je tourne et j'ai déjà lu un peu beaucoup trop de livres. Voilà, donc c'est un peu motivant je trouve. Ça fait mal la tête mais c'est très motivant. Du coup je vous laisse avec la vidéo, je vous fais des gros bisous. Bon visionnage. Du coup, j'ai terminé Le garçon au visage disparu de Larry Tremblay et Pierre Le Crénier, oui, aux éditions Kennes. Et je suis un petit peu mitigée. Pour vous raconter un peu l'histoire, c'est Jérémy qui se réveille un jour sans visage. Donc, c'est un moment, elle appelle la police. Elle essaye de témoigner en lui disant mon fils a disparu. Et la police lui dit ben, on va le rechercher. Elle lui fait oui, mais non, mais il a disparu. C'est son visage qui a disparu. J'ai cherché partout son visage a disparu. Et le policier la regarde, en fait, vous êtes sûr que c'est pas votre raison qui a disparu et vous n'êtes pas complètement folle. Et donc, le policier ne la croit pas. Donc, elle va appeler un prêtre qui, lui, va commencer à rentrer chez elle pour voir ce qui se passe, pour essayer de comprendre si son fils a besoin d'un exorcisme ou autre. Sauf que là encore, ça va pas. Et donc, on se retrouve avec une pauvre femme qui essaie de comprendre pourquoi son fils a perdu son visage et pourquoi personne ne peut l'aider. Et donc, on est avec Jérémy qui a perdu son visage et qui, en fait, c'est dit dans le résumé. Si je me trompe pas. Non, c'est pas dit dans le résumé. C'est pas dit dans le résumé, mais c'est pas trop un gros spoil. En gros, Jérémy déteste son père, enfin déteste entre gros guillemets son père, parce que celui-ci est parti en tant que bénévole aider les habitants de pays, enfin les habitants de villages africains qui sont malheureusement pauvres et qui n'ont pas assez d'eau et qui n'ont pas assez de nourriture pour survivre. Donc il est parti les aider. Et donc Jérémy, il est en mode bah, il faudrait que je crève de faim pour que mon père me voie. Parce que son père est parti, et pour lui, il a l'impression d'avoir été abandonné par son père. Et donc on a, je pense que en fait, le fait que Jérémy ait perdu son visage, c'est qu'il a l'impression de peut-être se sentir invisible aux yeux de son père, peut-être invisible et incompris aux yeux des autres, je pense. Je pense qu'il y a une énorme analyse à faire dans cette bande dessinée-là qui est très intéressante. Vraiment, je vous conseille de la lire et vous me direz ce que vous en pensez, ce que vous avez compris de cette bande dessinée.
parce que vraiment je trouve que... En plus les planches sont très jolies. J'ai adoré ma lecture de... Enfin j'ai adoré. J'ai passé un bon moment en compagnie de Jérémy à essayer de comprendre ce qui lui arrivait. Donc on est sur une palette de bleu-vert un peu et parfois du jaune et du rouge dans les moments assez compliqués. Alors il y a un petit aspect surnaturel, vraiment, mais vraiment il faut que je réfléchisse un peu plus à cette lecture parce que voilà. Du coup vous voyez derrière qu'il me reste 21h23 de lecture. Je suis HS déjà, alors que j'ai lu 2 livres, enfin pas complètement lu 2 livres puisque il me reste 10 pages de Atala. Pour l'université, je dois lire juste Atala, donc je vais pas lire René, donc Atala de Chateaubriand. Et il me reste 10 pages à lire, et donc on est sur le récit de, je sais pas si je le prononce bien, de Shasta, qui se fait emprisonner et qui du coup va être un prisonnier pour... comment expliquer ça? C'est un peu compliqué à résumer ce livre parce que c'est un récit, donc si je vous fais un résumé, je vous fais déjà l'histoire quoi. Il se fait emprisonner et du coup il va devoir mourir sur le bûcher. Donc les hommes préparent une fête énorme pour qu'il puisse mourir sur le bûcher, et pour eux c'est une fête. Et du coup il y a Atala qui va lui sauver la vie, qui va le libérer des chaînes et qui va lui dire sauve-toi. Et lui il va dire ben non t'es complètement folle, je vais pas me sauver. Et du coup elle lui dit ben hop on y va ensemble, donc ils se sauvent tous les deux. Et donc ils vont avoir des petites péripéties parce qu'ils vont être poursuivis, ils vont, ils vont se refaire capturer, ils vont devoir s'orienter dans la forêt, ils vont devoir comprendre le désert, ils vont devoir... Voilà, il y a plein d'histoires. Et donc il y a dans ce roman, enfin dans cette petite nouvelle, parce que c'est même pas 100 pages, dans cette histoire, une analyse de Chateaubriand sur Dieu, je pense, sur les chrétiens. Donc c'est très intéressant pour mon cours. Moi, pour moi-même, je ne l'aurais pas lu. J'ai eu l'impression qu'on ouvrait la porte. De moi-même, je l'aurais pas lu et je c'est pas trop le type de livre que je lis, mais c'est intéressant. Voilà, du coup, je suis heureuse d'avoir la motivation de le lire grâce à ce challenge. Parce que vraiment, sinon, autrement, je ne l'aurais pas lu. Donc, je vais y retourner, je vais lire mes 10 dernières pages et après, on va choisir le dernier livre enfin, le dernier livre, le prochain livre que je lirai. Je pense que ça sera soit une BD, soit un petit. Parce que je pense alterner entre roman, BD ou gros livre, petit livre. On va voir. On verra bien. J'y retourne. J'ai donc... alors, je sais pas si la luminosité vous dérange. Je sais pas trop, on verra bien. Parce que c'est vrai que je suis en plein soleil. Je suis pas de coiffée. En même temps, je lis toute la journée là, donc je peux pas être coiffée. Donc, j'ai fini Atala de Chateaubriand. Et on va dire que la fin est très jolie et très émouvante. Parce que j'avais un petit peu la larme à l'œil quand même. Donc, c'est pas une lecture, c'est pas une lecture très très plaisante. C'est une lecture où j'ai beaucoup dû réfléchir et que du coup, j'ai hâte de lire le cours du prof pour comprendre pourquoi il nous a demandé de le lire. Mais voilà, c'est vraiment un livre classique qui se lit très très vite. Je l'ai lu en 1h30 parce que vraiment, j'avoue que je traînais un peu et que certaines phrases sont assez difficiles à comprendre et certains mots employés sont difficiles et il y a beaucoup de faits historiques à comprendre. Et donc il y a en fait le texte, voilà, les notes. Donc ça fait un petit peu long rien que dès la première page. Oui, la première page. La première page d'Atala, on est sur le prologue, ça c'est le texte, ça c'est les notes. Donc vraiment il y a beaucoup de place de notes, donc c'est un peu long à lire avec les notes, à comprendre les références, à faire des petites recherches sur internet pour comprendre un peu mieux l'histoire. Et vu que c'est une lecture de cours, j'ai mis un peu plus de temps pour comprendre, mais c'est une jolie histoire d'amour, c'est une histoire d'amour impossible qui montre à quel point c'est triste et malheureux parce que ça m'a fait penser un peu à Roméo et Juliette. Donc voilà, c'est une histoire d'amour tragique. Si vous aimez la littérature classique, la littérature française et tout ça, et que vous voulez découvrir, je vous conseille. Voilà. Du coup, j'ai décidé de ne pas lire une bande dessinée, mais une pièce de théâtre. C'est Le jour des meurtres dans l'histoire d'Hamlet de Bernard-Marie Coltès aux éditions, les éditions de Minuit. Vraiment, alors, c'est... Je vais vous montrer un petit peu, mais c'est vraiment très, 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 très
très aéré. Donc je pense que je vais le lire très très vite. Voilà, donc c'est un... Après, enfin, c'est pas une pavasse, mais mentalement, c'est très très lourd. Je me dis que lire une petite pièce de théâtre vraiment très aérée, très très courte, qui fait 92 pages, ça devrait le faire. Donc, go la lecture. J'en suis à 20h15, donc j'ai lu presque 4 heures aujourd'hui. Et là il est déjà 18h48. Bon, je sais pas si je vais encore lire un peu aujourd'hui, je pense que oui. Du coup j'ai lu Le jour des meurtres dans l'histoire d'Hamlet de Bernard-Marie Coltez. Et donc c'est une réécriture de Hamlet, mais très 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 résumé et un peu plus moderne parce qu'on a des gros mots. Certains éléments sont... En fait, c'est vraiment toute l'histoire, mais de façon plus raccourcie, avec un dialogue un petit peu plus moderne, et c'est juste le résumé de la nuit où tous les personnages meurent, comme le précise le titre. Et en fait, je trouve ça très intéressant, mais il faut avoir lu Hamlet, hein, mais j'ai vraiment trouvé ça très très intéressant, ce point de vue sur uniquement la scène de tous les meurtres dans la pièce de théâtre de William Shakespeare. Donc voilà, ça se lit très très vite, c'est très aéré, Voilà, c'était vraiment en moins d'une heure je l'ai lu, mais c'était une bonne petite lecture. Du coup, là, je suis retombée à 19h31 minutes parce que j'ai lu des petites BD entre-temps. Je vous ferai le petit résumé demain. Là, je vais continuer à lire un petit peu. On verra bien sûr pour la suite. Je crois que pour l'heure qu'il est, parce qu'il est 21h58, donc bientôt 22h, je pense que lire L'amant de Marguerite Duras n'est pas une bonne idée. Du coup, je m'arrête à la page 17 et je pense que je vais prendre une petite lecture jeunesse. Oh, mais elle s'est pris la porte. Mon chat s'est pris la porte. Que je vais me prendre ça, c'est Ténébréa, le manoir Darkshire, je pense que c'est, de Fabrice Collin et Gérald Guerlet aux éditions Castor Roman. Et vraiment, pour 22h, je pense que on est sur un livre plutôt pas mal, avec des illustrations. Ça sera mieux. Et je pense qu'après ce livre-là, j'irai faire dodo.
du challenge des 24 heures de lecture. Donc hier, j'ai lu 5h30, à peu près 5h30, et en 5h30, j'ai pu lire ceci, qui est l'équivalent d'une BD, de 3 BD du coup, et 3 romans. Donc en vrai ça va. J'éteins juste ça. Et aujourd'hui, j'aimerais lire ceci, qui est la suite de l'histoire de Geneviève Fraisse, donc actrice et créatrice. Donc je pense que c'est sur l'émancipation des femmes. L'émancipation des femmes a suivi 2 chemins parallèles et distincts au lendemain de la Révolution française et au commencement du débat démocratique, celui du pour toutes et celui du pour chacune. Ça m'a l'air très très intéressant. Ah, pourquoi tu me griffes? Il y a madame qui a envie de jouer. Ok, doucement. Hop là. Doucement. Mais comment tu t'es mise en plus? Hop là, file. Donc c'est parti pour, j'espère, lire au moins un peu plus de 8 heures aujourd'hui, ça serait bien. Donc c'est parti. Là il est 11h25, donc j'ai pas pu vous prendre ce matin parce que j'étais au kiné. Donc je suis en retard. Donc c'est parti pour la lecture. Alors là, j'en suis à la moitié et du coup j'ai lu, il me reste 16h33 minutes, donc je crois que j'ai lu un peu plus d'1h30 et je suis en train de m'endormir dessus. En fait, le problème c'est que c'est un livre vraiment très très bien, c'est sur le féministe, donc sur les femmes et la représentation des femmes dans l'art, le fait que les hommes disent que non, une femme ne peut pas être douée dans l'art, une femme ne peut pas avoir le génie masculin de l'art, elle peut, du coup, elle est juste bonne à enfanter. Et il y a une différence entre enfanter et engendrer. Donc les hommes sont là pour engendrer et les femmes enfanter. Et du coup, l'auteur, donc Geneviève Fraisse, elle fait que elle met en évidence les femmes politiques, philosophes et auteurs, créatrices, autrices, actrices qui font que elles n'ont pas eu d'enfants et qu'elles veulent expliquer que le fait qu'elles, elles n'ont pas fait d'enfants humains, elles ont plutôt enfanté une idée, enfanté l'art en fait, et que leur bébé à elles, leur enfantement et leur enfantement et en gros leur grossesse, c'est qu'elles ont pu élargir leur idée, faire grandir leur idée et étudier leur idée. Donc leur idée est le synonyme de l'enfant enfanté. Et donc il y a vraiment une différence entre la femme et l'homme dans l'art et tout ça. Le fait que, par exemple, au début de l'arrivée de la photographie et de la caméra, on avait laissé ça aux femmes parce qu'ils pensaient pas, les hommes ne pensaient pas que c'était de l'art. Donc c'était dit oui, bon on leur laisse, c'est pas de l'art, donc on s'en fiche. Sauf qu'au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que, économiquement parlant, on pouvait faire de l'argent avec le cinéma et la photographie. Donc là, les hommes ont empêché les femmes d'être productrices, photographes et tout ça. Et en fait, au lieu d'être derrière la caméra, les hommes ont mis les femmes devant la caméra parce que la femme est un objet, la femme est faite pour être vue par les hommes. Donc il y a vraiment cette histoire-là, ce cheminement entre le 17e, 18e, 19e, 20e et le 21e siècle, nous maintenant. Donc la différence des deux sexes, donc femmes et hommes, mais plutôt la difficulté des femmes à cause des hommes qui ne veulent pas, comment on va expliquer ça, c'est pas qu'ils, si ils veulent pas, mais c'est que les hommes sont tellement imbus d'eux-mêmes et se croient tellement forts, puissants et plus intelligents que les femmes qu'ils veulent pas croire qu'une femme peut être aussi intelligente qu'eux et bien plus intelligente qu'eux parfois et beaucoup de fois même. On a bien avec Simone de Beauvoir, Simone Veil,
Camille Claudel, enfin bref, il y a plein d'autrices et enfin de peintres et tout ça qui sont illustrés là-dedans, des politiques, des philosophes. Comment elle s'appelle? Elisabeth Lebrun, je me rappelle plus. Enfin bref, toutes les peintres, les poètes, les autrices, les philosophes, les politiques des années, de ces années-là, de cette époque-là, sont représentés dans cette histoire-là, enfin dans cette histoire, dans ce livre-là, parce que c'est pas une histoire, c'est vraiment une étude sur les femmes durant les siècles. Je sais pas comment vous en expliquer, mais c'est pas le genre d'histoire qu'on peut lire très très vite et c'est très très fatigant à lire et donc je préfère m'arrêter sur cette histoire-là au milieu de... Au milieu, je suis vraiment au milieu, je crois, il y a 120 pages. Non, il y a 140 pages et j'en suis à 70 pages, à la 75e plus précisément. Donc j'en suis à peu près au milieu et je préfère m'arrêter là avec ce livre-là parce que moralement il m'épuise, parce qu'il y a des choses des hommes qui sont vraiment énervantes, agaçantes. Et il y a tellement d'informations, mon cerveau il est... Je me dis là ça y est, j'ai lu une, 2, 3, 4, 5, je sais plus compter, j'ai lu 6 livres hier, mon cerveau il est en train de pouf, donc je me dis vaut mieux pas trop lui demander de crever de se creuser avec des informations. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais lire une pièce de théâtre. Il me reste encore beaucoup trop de livres à lire pour l'université, c'est une catastrophe. Mais du coup, je vais lire ça. Donc, c'est 8 femmes de Robert Thomas aux éditions Étonnant Classique, Collège-Lycée de Flammarion. Donc, je pense qu'une pièce de théâtre, ça fera du bien. Surtout que je connaisse déjà l'histoire parce que j'ai vu le film avec Catherine Deneuve, Fanny Ardant et tout ça. Donc, je pense que ça va faire du bien. Je vais me mettre sur le balcon, je vais lire ça tranquillou pépouze. Et après, j'irai faire les courses parce que j'ai envie de manger des légumes. Donc, il faut que j'aille faire les courses. Donc on se met là-dessus. Donc il me reste 16h33. Je me dis que c'est un peu dur parce que moi, vu que j'ai décidé de faire ce challenge en mettant sur pause à chaque fois que je ne lis pas, donc je veux vraiment, 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 vraiment avoir 24 heures de lecture. Je ne veux pas 24 heures où je lis, je veux 24 heures de lecture. Donc c'est vraiment long. Je pense que ça va me prendre 3 jours. Aujourd'hui, je vais essayer de lire encore 6 heures. Il est quelle heure? Il est 14h24. Si je lis 6 heures aujourd'hui, ça me fera 10 heures demain à lire, sinon je reporterai à samedi encore. Et ça va être compliqué parce que j'ai mes devoirs à faire et en fait c'est pour ça que je voulais lire aussi vite mes livres de cours, c'est que je suis un petit peu à la bourre sur mes devoirs et donc je voulais faire mes devoirs demain ou samedi, mais c'est pas grave, au pire je les ferai samedi et aujourd'hui et demain est consacré uniquement à la lecture. En vrai je me dis que faut pas que je culpabilise parce que le fait de lire les livres c'est déjà un petit peu faire mes devoirs. Parce que de toute façon quoi qu'il arrive il faut que je prenne le temps de les lire. Donc petite poupou. Donc voilà, on va commencer cette lecture-là. Avant de commencer ça, je vais vous parler des lectures que j'ai lues hier parce que je viens de me rappeler que avec la fatigue, j'ai complètement oublié de vous en parler. Du coup, Atala, je crois que je vous en avais parlé déjà de Chateaubriand. Donc c'est une histoire d'amour impossible avec un fond de religion sur la compréhension des chrétiens et tout ça. Elle m'a mis des poils dans la bouche. Hop. Ensuite, j'avais lu Le jour des meurtres dans l'histoire d'Hamlet de Bernard-Marie Coltez, les éditions de Minuit, qui est presque un coup de cœur parce que vraiment j'ai adoré. C'est une réécriture de la journée où tous les personnages dans Hamlet de William Shakespeare meurent. Donc c'est un spoil parce que c'est littéralement la fin de la pièce de théâtre de William Shakespeare. Donc si vous avez jamais lu Hamlet, ne lisez pas ce livre-là. Il faut d'abord lire la pièce de William Shakespeare avant de lire Bernard-Marie Coltez, mais j'ai trouvé que c'était très bien résumé, la fin était très bien résumée, et c'était un petit peu plus moderne et tout ça dans le dialogue, dans l'écriture, dans le style, dans le scénario. Enfin, le scénario est très copié de Hamlet, mais j'ai trouvé que c'était un peu plus compréhensible que la pièce de théâtre. Et de la pièce de théâtre, du coup, je suis très heureuse de l'avoir lue pour les cours, comme ça je peux un peu mieux comprendre la pièce de théâtre justement. Ensuite, hier soir, donc j'ai lu Ténébria, le manoir d'Arshire, ou d'Arkshire, je ne sais pas, de Castor Roman, aux éditions Castor Roman, pardon, et Fabrice Collin, Gérald Guerlet. Et du coup, on est sur une histoire, enfin un livre qui comporte deux histoires.
Donc la première histoire c'est Embrouille et Dragon, si je ne me trompe pas. Attendez, je vais vérifier. Embrouille et Dragon et la deuxième c'est Rire du vampire. Donc la première histoire c'est... comment ils s'appellent les personnages? Je vais pas vous dire de bêtises, comme ça je vais vous dire le nom des personnages. C'est Cassandra la vampire et Valentin le fantôme qui doivent rendre un exposé pour l'école et du coup l'exposé c'est parler d'un objet inconnu, improbable. Et du coup, ils s'y prennent à la dernière minute. Du coup, ils n'ont pas du tout de sujet pour ça. Ils n'ont pas trouvé l'objet. Et Cassandra va tomber sur un œuf, ou c'est Valentin qui va tomber. Enfin bref, les deux enfants vont tomber sur un œuf et ils vont croire que c'est un œuf de dragon. Et ils vont se dire, tiens, un œuf de dragon pour le sujet, c'est pas mal. Du coup, ils vont en parler et Valentin va faire une chose qui est complètement idiote, c'est qu'il va mentir sur comment il a trouvé l'œuf. Il va dire c'est un œuf de dragon et la maman dragon était décédée. Et de là va s'en suivre toute une petite mésaventure à cause de ce mensonge. Les adultes vont se mêler à cette histoire et du coup Valentin et Cassandra vont se retrouver à être littéralement perdus dans leurs mensonges. C'est complètement embrouillé à cause de leurs mensonges et ils ne savent pas comment dire la vérité aux adultes parce que là comme ils sont complètement englués dans ce mensonge et c'est complètement problématique. Donc il y a une petite histoire sur le fait qu'il ne faut pas mentir parce que c'est pas bien et que ça t'apporte que des ennuis. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a des belles illustrations à chaque fois, donc ça se lit très très vite. Pour les enfants, c'est très drôle. On est sur des personnages qui sont un peu surnaturels, enfin un peu très surnaturels, parce que Cassandra est une vampire, Valentin est un fantôme, Jack est un squelette, Olivier est un démon et Fernand est un arbre qui parle. Voilà, et donc pour la deuxième histoire, le rire du vampire, on est sur les parents de Cassandra sont partis, du coup, et ils lui disent mais il y a ton oncle qui va arriver, et donc elle se dit mince, je ne connais pas cet oncle. Et ce fameux oncle arrive, et là ils se disent oula, il y a un problème avec cet oncle parce que sa mère leur a dit qu'il était très très drôle, très amusant, et qu'ils allaient passer un super moment avec lui, sauf qu'en fait ils se retrouvent avec un oncle qui arrive et qui leur dit juste passez-moi du café, je veux pas de bruit, je veux rien. Vraiment le mec hyper chiant, hyper énervé, hyper en colère, qui n'est pas du tout drôle. Et les enfants se disent oula, il y a un problème, c'est peut-être pas notre oncle qui est là, mais quelqu'un qui prend son identité. Et du coup, va s'en suivre une petite enquête et tout, le tralala qui... J'ai vraiment aimé cette histoire. Il y a plusieurs tomes, d'après ce que j'ai vu, il y en a 3, si je me trompe pas. Et je pense que c'est plusieurs petits tomes avec 2 histoires à chaque fois dedans. Et vraiment, c'est très très mignon, ça se lit très très vite. Pour les enfants, vraiment, j'ai bien aimé. Voilà. J'ai mis du temps à vous résumer ce livre-là, dis donc. Ensuite, j'ai lu en bande dessinée La vie compliquée de Léa Olivier, tome 0, de Catherine Girard-Audet et Véronique Lee, aux éditions Kenes. Donc on est sur Léa Olivier qui raconte sa vie avec sa meilleure amie et son chum, donc son petit ami. Alors je me rappelle plus des prénoms, donc oui, parce que moi j'ai un problème avec les prénoms, je pense que vous l'avez capté depuis le temps. Sa meilleure amie s'appelle Marilou et son petit ami Thomas, je crois qu'il s'appelle. Donc elle est avec sa meilleure amie Marilou et son petit ami Thomas. Et ses parents arrêtent pas de dire et si on allait faire un petit week-end en ville. Et du coup Marilou, Léa lui dit bah non, moi je préfère la campagne, je préfère la montagne, je préfère la plage. Donc au pire, si on va se faire un week-end, autant se faire un week-end dans un endroit beau. Et son frère lui dit oh non non, la ville c'est trop bien. Et du coup va s'en suivre cette histoire où son frère va se dire c'est un peu bizarre que papa et maman nous coltinent tous les jours, ils nous rabâchent tous les jours qu'ils veulent aller voir la ville. Et donc en fait il se trouve que les parents de Léa et de Félix vont déménager en ville et donc Léa va se retrouver à très très loin de Marilou et surtout très très loin de son copain et donc on va suivre sa petite histoire très loin des personnes qu'elle aime le plus au monde, donc sa meilleure amie et son copain. C'est vraiment très mignon. Les illustrations, j'ai trouvé ça vraiment bien. Enfin, je les ai trouvées trop mignonnes, les illustrations. Ça se lit très très vite. C'est frais. C'est vraiment... J'ai adoré. C'est le genre d'histoire qu'on peut lire en tant qu'adulte et en tant qu'adolescent. Et je pense qu'en tant qu'adolescent, c'est le genre d'histoire que j'aurais trop aimé découvrir. Donc ensuite, j'avais lu Le garçon au visage disparu de Larry Tremblay, Pierre Le Crénier, aux éditions Kenes, qui est l'histoire d'un adolescent qui s'appelle Jérémy et qui se réveille un jour
et il n'a pas de visage, donc sa mère va tout faire pour essayer de comprendre pourquoi il n'a plus de visage et personne ne va la croire. Enfin, surtout le policier ne va pas la croire et elle va essayer de demander de l'aide à n'importe qui et à tout le monde pour essayer de retrouver le visage de son fils. Donc c'est une petite BD qui est vraiment très 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 intéressante et qui illustre beaucoup de messages que vraiment je vous conseille de lire. Et ensuite, hier, pour terminer, j'ai lu Green Team de Karinka et Doma, Plastic Attack aux éditions Kenes. Effectivement, je crois que j'ai lu que des bandes dessinées de cette maison d'édition. Voilà, c'est pas un partenariat avec cette maison d'édition là, c'est juste que je les ai achetés et je viens de me rendre compte que je m'étais acheté des BD que de cette maison d'édition là. Et donc on est sur l'histoire de Juju et Anto qui veulent faire que le monde utilise moins de plastique. Donc la plastique attaque, c'est d'aller dans les magasins et du coup d'acheter des produits dont ils ont besoin et de retirer tous les plastiques une fois venus à la caisse pour expliquer au commerce que non, il n'y a pas besoin d'autant de plastique. Les fruits et légumes sont clairement protégés par leur peau que la nature les a faites, leur a donné, donc il n'y a pas besoin de mettre des plastiques. Remettre des plastiques sur des plastiques sur des plastiques, c'est inutile et la planète nous remercierait de ne plus le faire. Donc vraiment, il y a plein de petites astuces comme ça pour expliquer que non, il n'y a pas besoin d'autant de plastique et que la planète est déjà bien pleine de plastique inutile. Et à la fin, on a quelques petites idées pour recycler des choses pour aider la planète. Voilà. Donc vraiment c'est une petite BD qui est vraiment rigolote, qui aborde l'écologie, la durabilité et tout ça de façon très très humoristique. Vraiment c'est avec un humour très mignon, très enfantin et en même temps ça montre bien par l'humour qu'il faut protéger la nature et qu'il y a plein de petites choses qu'on peut faire qui pourrait nous aider à maintenir une terre qui est déjà bien endommagée malheureusement et il faudrait juste un geste de tout le monde, un petit geste de tout le monde pour que les choses puissent s'arranger, un geste surtout des riches, mais ça c'est une autre histoire, c'est une autre polémique et ça ne fait rien à faire ici. Donc voilà, je vais donc lire mes 8 femmes de Robert Thomas et je vous reprends juste après. C'est dur, il me reste 16h33 de lecture. En vrai, je me dis, j'ai énormément lu en 2 jours. Là, ma tête, elle commence à exploser un peu. Je suis pas du genre à être très très attentive quand je lis. Quand je lis, vraiment, je suis souvent en train de faire ça. Et hop, je reprends mon téléphone. Vous l'avez vu dans les extraits que je vous ai mis parce que je les ai laissés pour m'obliger à me rendre compte que oui, je suis en train de lire un livre et qu'est-ce que je fais? Je suis sur mon téléphone. Voilà, ça m'énerve parce que c'était censé uniquement lire et j'ai quand même cette obsession, c'est impossible, ce tic, c'est horrible, mais mon cerveau est toujours en train de dire qu'est-ce qui se passe sur ton téléphone alors que j'ai pas de notification très importante. Si un des membres de ma famille voulait me joindre, ben il y a d'autres moyens de me joindre, donc il n'y a pas forcément l'obligation d'utiliser mon téléphone à l'instant T. Donc vraiment, je suis omnibulée par mon téléphone, mais pour rien du tout. Des fois, je suis là, je scrolle juste comme ça, et j'ai rien retenu. Mon cerveau, il s'est passé 1 heure de ma journée à ce que mon cerveau, il était complètement en mode veille, parce que je ne sais même pas ce que j'ai regardé. Je sais même pas ce que j'ai liké. Voilà. Donc c'est vraiment, ça devient un peu toxique, les réseaux sociaux avec moi. Donc je m'en rends compte et j'aimerais éviter de trop m'y mettre. Je consomme beaucoup trop des choses que je me dis... Pourquoi ils ont posté ça? C'est complètement débile. Et voilà, du coup, je préfère lire, regarder des vidéos qui parlent de livres plutôt que de m'abrutir devant des gens qui font des pranks même pas drôles et qui sont plus dangereux qu'autre chose. Enfin bref, voilà. C'était ma petite parenthèse pour dire que je veux essayer d'arrêter d'être aussi accro aux réseaux sociaux. On va essayer. On croise les doigts. Donc, je vais recontinuer à lire et à tout à l'heure. Chinois. Il est de cette minorité financière d'origine chinoise.
Du coup, ça fait un moment que je vous ai pas repris parce que du coup, j'avais 3 jours de repos et donc j'ai lu 14 heures pendant ces 3 jours de repos et du coup là j'étais au travail, du coup j'ai arrêté pendant mes 3 jours où je travaillais. Donc vu que je suis étudiante, je travaille le dimanche, lundi, mardi et du coup le dimanche, lundi, mardi avec mes horaires au boulot, je pouvais pas du tout le faire. Donc j'ai mis en pause et donc je reprends là où je m'étais arrêtée. Du coup, j'étais en train de lire Asiade de Loti, suivi de Fantôme d'Orient. Mais je ne lirai pas Fantôme... Elle est en train de faire ses griffes. Je lirai pas Fantôme d'Orient parce que en fait, l'objectif est de lire le plus de cours possible, enfin, le plus de livres de cours possible. Et donc, non, ça n'en fait pas partie. Donc, je me dis que c'est pas la priorité sur cette lecture-là. Après, si j'aime bien, je me dis que je le lirai peut-être. On verra bien. Mais donc pour l'instant j'en suis à 118 pages, donc c'est très très long, ça m'a pris presque, je m'étais arrêtée, quand je l'ai commencé je crois qu'il me restait 13 heures de lecture je crois, donc ça m'a pris 2 heures sur celle-là, sachant que j'ai lu 1 heure hier soir, les 12 horloges de Cendrillon aux éditions Scrinéo. Alors par contre pour l'auteur je ne sais plus, je vous mettrai l'illustration juste ici. Donc c'est parti pour ma lecture. Pour l'instant j'aime bien, c'est écrit un peu, alors il y a des écrits, enfin il y a des chapitres où c'est épistolaire, donc Lottie qui envoie des lettres à sa sœur, et elle m'a mis des poils dans la bouche, Lottie qui envoie des lettres à sa sœur, ou Plumcat qui envoie des lettres à Lottie et inversement. Donc il y a des passages épistolaires qui se lisent très très vite, mais sinon il y a d'autres passages. Mais après, il y a des chapitres très très longs comme il y a des chapitres très très courts, vraiment, voilà. Et il y a des passages assez longs parce que c'est très descriptif. L'auteur nous... Enfin, l'auteur est aussi... Donc c'est un petit peu une biographie puisque c'est Lottie qui l'écrit et donc on est sur son voyage en Orient, aux Orients, à l'Orient, je ne sais pas comment ça se dit. Et donc il est en Turquie et il explique comment ça se passe dans l'Empire ottoman. Et donc on a plein de descriptions, on a plein d'explications de leurs coutumes, plein de pensées de lui qui se dit est-ce que je suis réellement chrétien? Est-ce que vraiment je fais partie de leur culture à eux? Ou est-ce que je fais partie plus de la culture de ma famille? Et tout ça, il y a plein de questionnements qui est très très intéressant, mais c'est un petit peu long à lire. Et je me demande ce que le prof veut qu'on en comprenne de cette lecture, donc je pense que je vais le lire rapidement. Il me reste pour Asiade, il y a 241 pages et j'en suis à 118, donc il me reste un peu plus de 150 pages. Ouais, on va dire 150 pages qu'il me reste à lire, donc let's go, on va essayer. Alors, tu files. Je viens de passer 1 heure et demie, j'avais commencé, même 2 heures je crois, à donc lire Asiade de Lottie, pardon, je suis fatiguée. Et je ne sais plus où j'en étais quand je vous ai pris, mais là j'en suis à 164 pages et je fais une pause dans cette lecture-là, j'en ai marre. Vraiment j'en ai marre. C'est bien, c'est cool, mais c'est long et il fait des choses qui des fois me déplacent fortement. Comme par exemple, il y a une scène, enfin je sais pas si ça va vous... Enfin ça spoil pas vraiment l'histoire puisqu'il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est juste il explique ce qui se passe dans sa vie. Donc c'est un peu une biographie, une autobiographie. Et en fait du coup un jour, donc il y a Asiade qui vient chez lui et donc ils sont amoureux, ils vivent leur vie comme ça, normal. Et sauf qu'un jour, Lottie va rencontrer une dame dans la rue. Je sais pas si vous entendez le micro-ondes, je suis désolée. Il va rencontrer une dame dans la rue et il va rentrer chez lui, il va dire à Asiade tu t'en vas 2 jours, le temps que je puisse faire mes affaires avec madame. Et je me suis dit, mais attends, t'es amoureux d'une femme et tu dis à cette femme que tu aimes, va-t'en de la maison quelques jours pour que je puisse conquérir une autre femme. Voilà, du coup, moi, ça commence à m'énerver cette histoire. Au début, j'aimais bien, et là, je commence à me dire que vraiment, le style de vie de cet homme et certains propos qui, là, me déplaisent fortement. Donc, mais je suis obligée de le lire pour les cours, donc ça commence à m'énerver un petit peu. Donc, pour changer un peu de lecture et être sur une lecture un peu plus cosy, on va dire, un peu plus soft, je suis je suis au 3e chapitre. Oh oui, je suis au chapitre 3
donc à la page 73 de Colette, Chérie de Colette, qui est en gros, je vais vous lire le résumé, ça ira plus vite. Dans le Paris de la belle époque, Léa de Lonval, donc elle s'appelle Léonie de Vallon, et il l'appelle Léa de Lonval, une courtisane de 49 ans et chérie de 24 ans. Son cadet entretiennent une liaison sensuelle et joyeuse. Mais vient pour chérie l'heure de se ranger en épousant la jeune Edmée. Comment les amants vivront-ils cette rupture? Que leur révélera-t-elle sur ce qui les unit ainsi que sur eux-mêmes? En gros, du coup, Léa, elle a 49 ans et elle entretient une relation très érotique, très sensuelle, avec le fils de sa meilleure amie, donc il s'appelle Chéri et il a 24 ans de moins qu'elle. Et donc lui, il va se marier avec Edmée et donc étant donné qu'ils sont amants et qu'ils passent le plus clair de leur nuit ensemble, là j'en suis au stade où ils sont encore juste amants et il y a le mariage qui commence à se profiler mais ils en parlent pas trop. Donc je sais pas trop ce que ça va donner mais c'est très érotique, très sensuel. Vraiment je l'écoute, alors j'avoue que je triche un peu. J'espère que j'ai arrêté le compteur. Je triche un peu, je l'écoute en livre audio. Hop, il y a mon mail. Je l'écoute en livre audio. Il y a toujours des notifications sur mon téléphone. Et donc, j'en suis déjà à 49 minutes. À 49 minutes et 48 secondes d'écoute. Et j'ai écouté. Tac, tac, tac. On va dire que j'ai écouté 69 pages et ça m'a déjà pris presque 1 heure pour 69 pages. C'est assez long en fait. Du coup, je l'écoute sur Nextory et c'est lu par Julie Pouillon. Et vraiment, comment elle le lit, c'est vraiment très agréable. C'est très. En fait, j'ai l'impression de d'écouter une série, mais de pas avoir l'image. Vraiment, c'est vraiment très bien fait. Elle joue les personnages et tout. Et du coup, moi, je l'écoute en 1 x 6 pour aller plus vite. Mais vraiment, même en accéléré, c'est très compréhensible. C'est bien joué. J'aime vraiment beaucoup. Mon chat me prend la place. Donc voilà, je pense que là je vais manger parce que j'ai le ventre qui gargouille. Et je vais continuer ma petite lecture de Colette Chérie, qui est une lecture qui va vite se lire parce que il est relativement épais. Enfin relativement, vraiment relativement épais. Mais l'histoire en elle-même fait que 240 pages parce que le reste c'est les dossiers. Donc ça sera très intéressant aussi que je lise les dossiers pour les cours. Donc voilà, je me remets à ma lecture. Jamais. Alors, je ne sais pas. Je ne peux pas t'expliquer. C'est une impression. Une impression qui lui était venue lentement, en même temps qu'un étonnement qu'elle n'avait pas toujours su cacher. Du coup, là, il me reste plus que... Ouf, j'ai failli faire tomber ça. Il me reste plus que 2 h 43 minutes de lecture parce que j'ai terminé la suite de l'histoire de Geneviève Fraisse, aux éditions Seuil, donc actrice-créatrice. Et donc on est sur un document, on va dire un essai féministe sur le point de vue des femmes dans la littérature, dans la création, dans la sculpture, dans la peinture, dans le cinéma, dans la photographie, enfin toutes, en fait les femmes du cinéma, les femmes littéraires, enfin les femmes de l'art, les femmes dans l'art. Et donc on a le point de vue de certains philosophes qui parlent des femmes, comme quoi par exemple une femme n'est pas capable de voir le beau et n'est pas capable de voir le sublime dans une recherche ou dans quelque chose, que certaines choses ne sont pas accessibles à l'intelligence et donc aux femmes. Ouais. Le fait que aussi beaucoup d'auteurs, de sculpteurs, d'artistes ont volé les idées, la vérité avec un grand V et toutes les œuvres de leurs femmes, de leurs muses, parce que du coup on parle des muses, les femmes, parce que d'un point de vue on dit qu'une femme était une muse pour un artiste, mais est-ce que la muse ne serait pas celle qui a eu l'idée et qui l'a donnée à l'artiste et que lui il l'aurait signé de son nom au lieu de donner le nom de la vraie femme qui a eu l'idée? Je trouvais ça très très intéressant ce point de vue sur les muses parce que je m'en doutais un peu que je me disais dans beaucoup d'histoires où ils disent oh ma muse elle m'a inspiré ceci, elle m'a inspiré cela, et en fait est-ce que ça serait pas juste la femme qui a dit quelque chose, qui a eu une idée, qui a eu envie de créer quelque chose et que l'homme lui a dit non non toi tu peux pas le faire mais moi je vais le faire. C'était avec Camille Claudel je crois qu'il y avait eu cette histoire et je ne sais plus avec qui d'autre où en fait elle a écrit un roman et elle a retrouvé dans les carnets de son mari, je
je crois pas que c'était pas Camille Claudel, c'était une autre, mais je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Elle a retrouvé dans le carnet de son mari le roman qu'elle avait commencé à écrire, mais de sa version à lui. Et du coup, pour se venger, elle a directement édité son roman pour pas qu'elle lui vole l'idée. Et vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant. Le fait que les hommes veuillent voler les idées et l'art des femmes. Le génie féminin. Et aussi, j'ai bien aimé... il y a, je sais pas si vous connaissez le tableau L'origine du monde avec l'entrejambe d'une femme. Eh bien, il y a une femme qui s'appelle... Je me rappelle plus comment elle s'appelle. Ah, L'origine du monde. Non, c'est pas elle. Ah, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Enfin bref, je vous mettrai l'illustration ici. Donc il y a une femme qui a recopié, c'est inspiré de L'origine du monde, le grand tableau le plus célèbre, enfin l'un des plus grands tableaux les plus célèbres du monde, pardon. Et elle en a fait l'origine de la guerre avec les parties génitales d'un homme. Et je trouve que c'est du pur génie. Voilà. Donc si vous aimez les essais féministes, si vous aimez l'art et tout ça, si vous aimez en apprendre plus sur les femmes et tout ça dans l'histoire, je vous conseille fortement, mais très fortement ce livre. Quelqu'un qui essaie de me contacter là? Ah bon, on verra plus tard. Donc pour finir ces petites heures de lecture, donc il m'en reste un peu moins de 3 heures, je vais lire, vous voyez, des petits marque-pages parce que c'est pour l'université, donc j'ai mis les petits trucs où je dois absolument m'attarder dessus. Donc il s'agit de Louise Labbé, œuvres, donc les œuvres de Louise Labbé. Et dans mon cours, je sais que mon cours est... Enfin, il y a un truc très intéressant dans mon cours, c'est que le prof se pose la question de est-ce que Louise Labbé a réellement existé ou est-ce que c'est plusieurs auteurs qui ont écrit cette œuvre en se faisant passer pour des femmes, en se faisant passer pour une femme. Mais moi je me dis, en ayant commencé à feuilleter un petit peu, je me dis mais pourquoi une femme n'aurait pas écrit ça? C'est tellement incroyable, c'est tellement bien. J'ai commencé à lire le discours le discours, c'est un débat entre folie et amour, donc entre l'amour et la folie. Je crois que c'est ça le nom du débat. Où en gros, c'est Folie qui crève les yeux, qui vole les yeux à Cupidon et lui met un bandeau sur les yeux. Et du coup, il y a un débat, il y a une assemblée qui se tient pour débattre de qui est coupable et qui doit pardonner à l'autre dans ce problème-là, parce que on se dit certes que Folie a enlevé les yeux à Cupidon, donc c'est elle qui est en tort, mais est-ce que Cupidon n'aurait pas vexé ou été un petit peu insultant avec Folie au début? Donc vraiment il y a un grand débat pour savoir qui est en tort, qui ne l'est pas, et est-ce que l'amour et la folie peuvent vivre l'un sans l'autre? On aime à la folie, on est follement amoureux, donc est-ce que la folie et l'amour peuvent être séparés? Est-ce qu'on peut juste être amoureux ou est-ce qu'on peut juste être fou? Les deux peuvent être ensemble, tout comme les deux peuvent être séparés, et je trouve que le débat est très très bien mené, donc j'ai très très hâte de le continuer. Donc je m'y remets. Je suis désolée pour cette luminosité catastrophique, mais on est en fin de journée, il est 20h56 et il me reste 1h50 de lecture. Donc je pense que j'aurai fini vers 23h. Donc j'ai fini Louise Labbé. Et bon, c'était ardu un peu. J'ai bien aimé ma lecture. Les débats entre amour et folie, j'ai adoré. Mais par contre, les sonnets et les poèmes à la fin, ça m'a achevé. J'étais fatiguée, du coup j'ai mis beaucoup de temps à les lire. Et j'avoue que ça faisait un peu ça faisait beaucoup l'éloge de Louise Labbé. Et que en tant que lecteur, c'était pas très intéressant pour moi. J'ai pas trop aimé, mais bon, comme c'était obligé pour l'université, je les ai lus, j'ai essayé de les comprendre. Voilà, donc c'est une lecture faite. Vu que je pense que je suis bien à 40 minutes et même plus de vidéos, je pense que pour faire un petit débrief, j'ai un peu lu tout ça, plus des bandes dessinées qui sont là. Donc j'ai lu énormément pendant ces 24 heures. Et donc j'ai pas trop envie de faire une vidéo qui va durer 2 heures. Donc je vous ferai un bilan de mes lectures dans une autre vidéo. Et donc pour terminer, c'est 1h50 qui me reste sur ma Kindle. C'est marqué qu'il me reste 2 heures de lecture sur...
J'ai encore oublié le titre, donc je vais vous le dire tout de suite. Une réécriture de Cendrillon. Les 12 chaussures de Cendrillon, donc aux éditions Scrinéo. Donc pour elle, selon ma Kindle, il me reste 2 heures et 3 minutes. Donc je me dis peut-être en 1h50 ça va le faire, sinon bah tant pis, j'arrêterai un petit peu avant. Et enfin j'arrêterai de toute façon tout pile quand ça sonnera. Donc je ne continuerai pas mes lectures, enfin je continuerai mes lectures mais hors du challenge. Donc si j'arrive à terminer ça, bah on verra bien. Et j'ai enfin terminé mes 24 heures de lecture, pardon, je suis un peu décoiffée. Du coup, hier soir, j'ai pas eu la foi de terminer le livre, j'étais trop fatiguée. Donc, je viens de terminer Cendrillon, donc les 12 chaussures de Cendrillon, si je me trompe pas. Et donc, je me dis que la vidéo va être très très longue, donc je pense que je vais vous faire je vais vous donner mon avis sur tous les livres que j'ai lus dans une autre vidéo, comme ça fera pas de la répétition, parce que quoi qu'il arrive, il faut que je fasse mon bilan lecture de ce mois-ci. Et donc pour une petite idée, ça représente ça. Voilà, plus un livre sur ma Kindle. Donc on est à peu près 13 livres. Je dis à peu près parce que Asiade de Loti, j'en suis un peu moins de la moitié. Je ne l'ai pas terminé. Donc je dis à peu près 13 livres, mais du coup j'ai fini 12 livres. Franchement, je suis fière d'avoir fait ce challenge parce que du coup, je me rends compte qu'en 24 heures, mais qu'est-ce qu'on peut lire? On peut lire énormément de choses. Après, j'avoue qu'il y a quand même 4 BD, des pièces de théâtre, mais c'était quand même... voilà, je suis quand même fière d'avoir lu autant de romans. Surtout des romans, enfin des essais aussi. Un essai aussi qui a été assez dur à lire. Parce qu'il y a beaucoup d'informations et tout ça, et des livres qui sont assez classiques. Donc vraiment, je suis vraiment fière. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait votre challenge de 24 heures, si vous l'avez fait en commençant à 7 heures et vous avez terminé à 7 heures le lendemain, ou si vous avez fait comme moi, à mettre un chrono à chaque fois que vous le lisiez. Du coup, pour moi, ça a fait 5 jours. J'ai réussi à faire ça en 5 jours, mais dispatché dans le temps, puisque avec le travail, je pouvais pas le faire tout le temps. Mais donc au moins, j'ai pu faire mon petit chrono de 24 heures. Je suis trop fière. Voilà. N'hésitez pas à liker et commenter si vous avez aimé cette vidéo. Gros bisous.